que la stratégie de pression maximum de Trump, est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi ou non, c'est un peu trop tôt pour savoir si sa stratégie a réussi? Moi, je pense que si on veut avoir vraiment une vision globale, il faut regarder un petit peu dans le passé. Le passé peut nous aider à comprendre le présent et voir même l'avenir. À partir du moment où on a été dans un discours de menace, qu'on a été dans un discours, dans un jargon où on va utiliser les mots de guerre, de prévention, ce type de pression, si on regarde par rapport au passé, moi je pense que ça n'a jamais abouti sur quelque chose de positif. Au contraire, à partir du moment où on met des pressions de telle sorte sur un pays, on peut déjà pas mesurer et calculer avec la précision la réaction que ce pays peut avoir. Ça peut être une réaction d'ailleurs très extrême et très radicale, ce qui n'est pas non plus de bon augure. Et on voit au contraire, à partir du moment où on a arrêté d'avoir une stratégie de pression et qu'on s'est dit, ben, écoutez, à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on se mette autour d'une table, il faut qu'on apaise les tensions. Là, le fait d'apaiser les tensions et la pression peut être en fait un espace favorable au moins une discussion. Alors, est-ce que ça va aboutir à quelque chose de positif à 100%? On ne sait pas. Mais cette démarche-là, déjà, de pouvoir s'asseoir autour d'une table, je veux dire, la signature de l'accord, c'était ça, en fait, le résultat. On s'est mis autour d'une table, on a négocié, on est arrivé à la signature d'un accord. Ça n'a pas été quelque chose de aisé, mais finalement, on est arrivé. Alors moi, cette politique de stratégie de pression et le fait que de toute façon, les États-Unis ont toujours voulu jouer ce rôle du gendarme du monde, je pense qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. On n'est plus dans une logique de guerre froide. Peut-être que certaines personnes veulent revenir en fait finalement à cette polarisation et à ce contexte de tension et de guerre froide. Mais je pense que de toute façon, ça n'a jamais rien abouti. Et d'ailleurs, on parle souvent de politique de bâton. Et ici, en l'occurrence, c'est vraiment une politique du bâton sans carotte. Euh, et cette grande politique, si on regarde même en fait au niveau de l'histoire politique américaine, on l'appelait en fait la grande politique du bâton sur Roosevelt. Roosevelt a utilisé pendant ses deux premiers mandats, en 1901 et en 1909, cette grande politique de bâton. Et je pense qu'en fait, quand on regarde encore une fois le passé, on voit que ça aboutit, ça n'a pas véritablement donné des résultats escomptés. Au contraire. Euh, et je pense aussi, il faut y lire là vraiment un jeu de rapport de force. Hein. On est vraiment dans un positionnement, on veut vraiment imposer son pouvoir sur l'autre. Et d'ailleurs, les Iraniens ne se laissent pas faire parce qu'eux aussi, ils rentrent finalement dans ce jeu de rapport de force. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision aussi d'enrichir l'uranium pour dire, ben voilà, à un moment donné, quand vous nous mettez la pression, voilà comment on va réagir. Donc, encore une fois, on voit que, en tout cas, moi, je trouve pas ça très, très constructif, surtout qu'on est quand même en présence de deux pays qui sont tous les deux, d'ailleurs, ils se retrouvent en fait sur ces dénominateurs communs. Ils font tous les deux, en tout cas, partie à ce moment-là de leur histoire. Ils sont vraiment dans des dynamiques de radicalité et d'une pensée finalement radicale et absolue. Euh, on était beaucoup plus habitué à ce type de propos et de radicalisme du côté iranien, mais je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui parler de la politique de Donald Trump comme étant une politique très, disons, qui est pas dans la provocation et qui est pas finalement dans cette radicalité. Je pense aussi que du côté américain, il y a ce radicalisme-là qui est aujourd'hui observable dans les décisions et surtout au niveau du discours politique tenu par Donald Trump.